Il faut réformer les systèmes politiques et on peut essayer de le faire de l'intérieur, même si c'est pas parfait, on va dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et que c'est la seule alternative crédible actuellement, c'est le modèle suisse, où le citoyen a la possibilité d'être non pas le spectateur, mais d'être l'acteur. Bonjour les amis, session 2 du collectif citoyen. Nous avons 2 candidats qui se présentent pour vous le 9 juin. On reçoit aujourd'hui Senta de Peut. Bonjour Senta. Bonjour. Et Mehdi Minyawi. Bonjour les amis. Senta, alors quand est-ce qu'à un moment tu te dis go j'y vais et je me lance dans le collectif citoyen? Je vais être sincère, quand on m'a demandé, on m'a d'abord demandé de venir parler de l'OMS, du traité OMS, qui était un des sujets que je suis forcément, parce que je l'ai déjà dit, je le suivais avant la pandémie, donc je vois bien en quoi c'est une organisation criminelle, et pour soutenir notamment justement le collectif citoyen et la candidature du docteur Collignon. Donc voilà, moi j'avais déjà rencontré le docteur Collignon quand j'ai fait des projections cinéma. Ça a été difficile parce qu'on nous censure, on nous traite chaque fois d'extrême droite. Dès qu'on parle des vaccins, vous êtes d'extrême droite. Ça, c'est extraordinaire. Mais donc, voilà, où il était venu défendre la liberté vaccinale. Et là, je me suis dit, bon, moi, ça, c'est vraiment quelqu'un derrière qui je peux m'engager. Et donc, voilà, je me suis dit, il faut y aller. On a un peu tout essayé jusqu'à présent. Moi, j'ai pas envie du chaos, donc il faut prendre ses responsabilités. Pour le moment, je pense que c'est par là que ça passe. Même s'il faut réformer le système, peut-être c'est mieux de le faire de l'intérieur. Mehdi, même question. Moi, j'ai rejoint le collectif citoyen pour la simple et unique raison, c'est qu'à l'époque des manifestations, c'était le seul mouvement politique qui était dans toutes nos manifestations. Et donc, à l'époque, il faisait signer une pétition de démocratie participative contraignante qu'on devait déposer au Parlement. Et donc, c'était une évidence que, après tous nos combats qu'on a menés durant l'époque du Covid, Blaise Agnello est venu nous chercher et à cette époque-là, on lui a dit « Oui, mais il ne faut pas aller voir les gars de BUF, de Belgium United, c'est des extrêmes droites, alors qu'à l'intérieur de BUF... » C'était le mouvement, Belgium United for Freedom. Il y avait moi qui étais marocain, Aziza qui était marocaine, Sarkis qui est arménien, donc on n'était que des étrangers qui étaient en train de préparer ces manifs dans un petit coin de table où on passait des appels avec des mouvements, avec des partenaires pour trouver des alternatives. On n'était pas nombreux, on était 5-6 maximum. Je suis désolé si j'ai oublié des noms, mais c'était 5-6 à la base à Belgium United. Excuse, et voilà, on pense à eux. Non, très bien. Donc c'est vraiment un mouvement, donc à un moment aussi, ça te paraissait évident, comment ça se passe? C'était pas possible. Moi, sincèrement, venant d'un pays où... en 2011, on s'est battu pour la liberté d'expression, on s'est battu pour la laïcité, on s'est battu pour les libertés fondamentales, qu'on voulait inscrire dans notre constitution toutes les libertés fondamentales telles qu'elles ont été prescrites par la Déclaration universelle des droits de l'homme. On s'est tapé 10 ans d'islamistes au pouvoir et qui ont fait un hold-up sur notre combat à la base qui était citoyen. Donc j'ai quitté le Maroc, je suis arrivé en Belgique. Avec quel âge? En 2013, j'avais 26 ans. Avec ta famille ici, où tu débarques comme ça à Bruxelles? Ma femme, elle était belge, mais moi, normalement, j'étais juriste de formation. Je devais préparer... ma tante, elle était avocate, et je devais avoir une carrière d'avocat parce que j'étais le seul juriste de la famille. Et donc, j'avais plus ou moins une carrière bien placée, bien tracée plutôt. Et malheureusement, bon, je n'étais pas d'accord d'accepter la dictature des islamistes qui étaient au pouvoir. J'étais contraint de quitter avec ma femme le Maroc pour venir en Belgique. Tu fais quoi toi maintenant alors? Espérant à la liberté. Et tu fais quoi dans la vie? Maintenant, je suis salarié dans le privé, en même temps, je suis chef d'entreprise. Double emploi, c'est ça? Exactement. Après le Covid, après les VRAS, après le Good Move, avec Collectif Citoyen, parce que les VRAS et le Good Move, c'était avec le Collectif Citoyen qu'on a mené ce combat. Donc j'étais coordinateur de Collectif Citoyen depuis presque 2 ans maintenant. Et donc on a organisé avec nos amis le combat de l'Evras avec Madame Radia Oulbassir, que je lui fais une petite dédicace. Et en même temps, de plan Good Move, et bien évidemment, je remercie sincèrement le comité citoyen
du plan Non Good Move. Et on a un petit scoop, on y reviendra sur BAM, mais un petit scoop. Et donc, juste au niveau communication, Madame Elke van den Brand a dépensé ces 4 dernières années plus de 6 689 640 €,76. Comme ça, il n'y a pas de diffamation. Comme ça, c'est clair. Payer toutes les ASBL dans le boulot. À toutes les ASBL pour promouvoir un chaos total à Bruxelles. Bon, les amis, alors, Senta, Baguette Magique, Ping, tu es élu. Hein, tu te présentes, je rappelle, tu es 2e au fédéral. À Bruxelles, hein, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu étais seul? On va dire, moi, bon, évidemment, d'une part, il y a les sujets qu'on a, hein, donc, et il y a, on va dire, la réforme du processus démocratique. Peut-être, toi, tu pourras en parler tout à l'heure. Mais en tout cas, moi, j'adhère très certainement à tous les plans, tous les projets, on va dire, de cette démocratie participative. Moi, les sujets vraiment que j'ai à cœur, c'est d'une part la lutte, je vais dire, contre mettre fin je veux dire, l'oppression que nous subissons, que notre pays et nos citoyens subissent par les organisations internationales et les lobbies, que ce soit Big Pharma, les banques, etc. World Economic Forum. Voilà, exactement, voilà. Donc tous ces plans, l'agenda 2030, etc., qui ne font que mais vider nos poches. Il y a 2 objectifs. 1, c'est de vider nos poches, et 2, c'est de contrôler les citoyens, de supprimer leur liberté à travers un système que j'appellerais la technocratie. Donc, c'est mettre en place un système de contrôle par la technologie, avec toute une série d'organisations internationales qui font différents plans, etc., et qui les transmettent. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la gouvernance ne vient plus, elle n'est plus faite par rapport aux besoins de la société, belge. Il n'y a plus d'empathie. C'est pas un truc qui remonte, on va dire, de bas en haut. On se dit, tiens, quels sont les problèmes en Belgique, on va voir ce qu'on peut faire pour les régler. Non, en fait, ce sont des agendas qui sont véritablement imposés top-down, comme disent les Américains, de haut en bas à travers toutes ces organisations internationales et tous ces plans, et les partenariats, entre guillemets, public-privé. Et donc, c'est de dire, écoutez, on va déjà arrêter de financer ces trucs qui, en fait, nous appauvrissent, parce que l'argent, il va là où on n'en a pas besoin. Enfin, je veux dire, moi, je préfère, question santé, reprendre l'argent que nous donnons à l'OMS pour tous ces plans pandémie, etc., la préparation aux pandémies. On va investir des dizaines de millions pour finalement des systèmes qui vont produire des vaccins, des médicaments pour des maladies qui n'existent peut-être encore pas, qui sont juste des potentiels, alors qu'aujourd'hui, chez nous, vous voulez avoir une population en bonne santé qui travaille, allez acheter une paire de lunettes, vous rembourser des soins dentaires, enfin je veux dire des choses de base. On voit là vraiment qu'il y a un besoin flagrant de récupérer notre argent et de le remettre là où c'est vraiment utile aujourd'hui, là maintenant. Pour toi, Mani, ce serait quoi? Je reprends la parole je ne peux pas copier, de ma collègue de Senta qui a dit que c'était des partenariats public-privé, c'est devenu plus des fusions-acquisitions. Hein. Oui. Donc on a dépassé tous les standards et l'impartialité de l'État vis-à-vis des partenariats privés. Donc le mode de gouvernance lui-même... Tu penses au laboratoire principalement? Pas que, quand tu vois McKinsey, quand tu vois le nombre, nous on paye des fonctionnaires pour faire un travail, on prépare des élites au niveau des universités belges pour faire le travail, on se retrouve avec des McKinsey on est en train de payer double la facture pour avoir un avis, quoi. Dans la région de Bruxelles, il y a 350 millions de dettes, dont 120 millions de la part de Deloitte. Exactement. Donc les chiffres sont là. Les chiffres sont là. On ne triche pas, tout ça est sourcé, et on débunké, fact-checké, pardon. Exactement. Donc c'est ça. Donc Mehdi, toi tu ferais quoi, toi? Mehdi, Premier ministre, bing, allez, qu'est-ce qu'on décide? Premier ministre, c'est trop. Bon, pourquoi pas? Allez, rêvons. Non, nous, sincèrement, l'objectif, c'est pas moi. C'est le collectif. C'est ça notre vision. Moi, demain, si je suis député, je ne suis pas maître de moi-même. Nous, à l'intérieur de Collectif Citoyen, on a un système qui s'appelle le BeeBook. Ce BeeBook, oui. C'est une plateforme interne où tous les adhérents de Collectif Citoyen ont leur mot à dire. Je vous explique. Donc, par exemple, quand j'aurai une loi,
D'accord? N'en parlons pas des amendements, des ordonnances et tout. Donc, puisqu'à Bruxelles, on aura des ordonnances. Donc, moi, je suis dans l'obligation de déposer cette ordonnance au niveau de BIBook. Le projet d'ordonnance, je dois le déposer. Et donc, c'est des spécialistes à l'intérieur de collectifs citoyens qui vont l'étudier et ils vont le faire voter par les citoyens en interne, en attendant d'avoir notre participation. Qui a droit à accès à BIBook? Moi, je pourrais avoir accès? Voilà, oui, toutes les personnes qui sont membres de collectifs citoyens en ordre de cotisation et qu'on connaît l'identité. Comme ça, on ne fausse pas le vote. Il n'y a pas de troll, il n'y a pas de... Il n'y a pas de troll, ça exactement. Coûte combien ça coûte 24 €. Je ne suis pas comme les partis traditionnels à payer. 2 € par mois, voilà. Exactement, voilà. C'est juste une cotisation mais c'est bien le symbolique. Et par contre, si tu es au chômage ou tu es en maladie ou tu es étudiant, tu payes 0 €. Où est-ce qu'on peut trouver ce site? On peut le retrouver sur votre site www.collectifcitoyen.be. Bon, voilà, c'est bien de le savoir, on est là pour ça. Il y a déjà des choses qui sont actives à l'intérieur de Collectif Citoyen, oui. Nous, on n'est pas... L'essentiel de notre message, c'est que nous, quand on sera député, on n'est pas les maîtres. Nous, on n'est pas là, on est les porte-parole de ce que les citoyens ont décidé. D'accord. C'est vrai que l'exercice politique il est un petit peu plus délicat par rapport aux amendements, parce que comme ça, on ne dirait pas que c'est une utopie réaliste. Là, on s'en chargera nous-mêmes, les députés et les gens qui seront avec nous au Parlement, si on a la chance d'avoir un groupe parlementaire, je l'espère bien. Et à ce moment-là, on transmettra ce que le groupe qui a travaillé dessus. Et donc, pour les amendements et le reste, ils nous feront confiance pour défendre les intérêts. Belle idée, en tout cas, beau projet. 30 000 votes, c'est ça, un beau député? Oui. C'est la fois. Après, ça dépend pour les suivants, ça peut être moins aussi. Ouais, c'est pas 30 000 par automatique. Pourquoi pas sauver, mais lancer la fusée Senta de Peuil dans le monde politique belge? Ah, voilà, mais moi je pense que c'est le moment, et on est dans un moment particulier. Les gens en ont assez, moi aussi. J'ai fait, je pense, tout ce que j'ai pu. Voilà, que ce soit les manifestations, on a fait voilà, les actions en justice, et puis à un moment, on se dit, bon, c'est ce qui nous reste, c'est le moment. Et je sens qu'il y a une ouverture, curieusement, je sens qu'on est à un moment vraiment important. On ne sait pas non plus au niveau international tout ce qui peut se passer. Il faut vraiment, moi, je dirais personnellement, mon leitmotiv, c'est parler vrai et agir en conscience. Donc, moi, ce que je peux vous garantir, c'est qu'en fait, ce sera vraiment de l'intégrité. Je suis incorruptible comme toi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est avant tout ça dont on a besoin. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut réformer les systèmes politiques et on peut essayer de le faire de l'intérieur, même si c'est pas parfait, on va dire. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. On va tenter toutes ces expériences. Mais en tout cas, je pense que ça, c'est l'essentiel. Parce que des paroles, il y a plein de gens qui peuvent les prononcer. Après, il faut voir ce qu'ils ont vraiment fait et qui ils sont à l'intérieur. Voilà. Inscrivez-vous à la newsletter de Senta de Peuil. Franchement, chaque fois très bien fait. C'est un travail, c'est un cadeau, c'est une transmission. Soutenez-la aussi, parce que là, c'est beaucoup de boulot, finalement. Oui, Mais dis la caméra qui est là, s'il te plaît. Je lance un appel d'abord aux partis traditionnels. Oula. Vous avez tous défendu la participation citoyenne. Si vous êtes de bonne volonté, nous vous invitons à travailler à nos côtés pour avoir une participation citoyenne contraignante à Bruxelles. À Collectif Citoyen, on s'y engage personnellement qu'on fera tout notre possible pour remettre le citoyen au centre de la gouvernance et que vous ne serez plus des spectateurs, mais vous serez des acteurs et vous ne serez pas obligés d'aller à chaque fois manifester et crier votre voix, mais vous pouvez exercer avec 100 000 signatures, imposer votre voix. La liste 19, hein. Non. Numéro 20. Nous, c'est la liste numéro 20 à Bruxelles. Au fédéral et régional, c'est la liste 20. C'est compliqué. Hein. Donc 20, on répète 20, pardon. Et donc tu es deuxième fédéral, Bruxelles-Capitale. Toi, tu es le premier tête de liste Bruxelles-Région. Nous, on appelle à voter la liste. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas de souci parce que la dernière fois, et je voulais passer le message à travers vous, la dernière fois aux élections, on a perdu des voix pour la simple et unique raison, c'est que si on vote des personnes et on appuie aussi sur la tête de liste, automatiquement ça annule le vote. Donc nous, pour enlever toute ambiguïté, on vote la liste, comme ça c'est clair. Senta, c'est notre deuxième de liste au fédéral de Bruxelles
avec monsieur Alain Collignon, qui est le numéro 1. Qu'on aura dans la prochaine série. Toi, Senta, tu connais un peu Mehdi ou pas? Ah ben je le connais depuis quelques temps là maintenant, mais je découvre avec plaisir, à vrai dire, une personnalité forte et très motivée. Donc Mehdi, premier de liste région Bruxelles-Capitale. Voilà, Mehdi, donc Senta, ton plus haut fait, on te rappelle que juger que les gens sur leurs paroles qu'ils vont dire aujourd'hui, mais sur les actes, ce qu'ils ont déjà fait, ce que vous avez fait tous les deux, en tous les cas, Senta, la plus belle histoire, c'est celle avec Kennedy, évidemment. Adhérer à sa newsletter, parce qu'elle envoie du lourd. Hein. Donc, Senta, rappelle-nous, qui es-tu, finalement? Moi, je suis une journaliste belge indépendante. Donc, j'ai travaillé pour des magazines santé, par exemple en Belgique, Néo Santé, Nexus. Je travaille en Suisse aussi. Donc, voilà, différents. Voilà, un franc-parler clair et net. Hein. Ça devient d'où, toujours été, ou bien Oui, peut-être bien. Mais bon, après, je pense qu'il y a l'instinct maternel quand on se bat pour ses enfants. Voilà, finalement, on a le besoin de dénoncer tout ce qui va mal. Mais ça fait 3-4 ans qu'on se connaît, on se côtoie tout le temps. Je rappelle l'histoire Kennedy, on peut le répéter. Hein. Raconte-nous un peu la genèse de cette histoire, cette rencontre avec Kennedy, Robert Kennedy. Ah bah, la rencontre, elle s'est faite au Parlement européen, ici à Bruxelles, donc en 2018, parce qu'il était venu pour... En fait, dans le cadre du renouvellement éventuel du Roundup pour Monsanto, vous savez, il avait gagné un très 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 gros procès aux États-Unis contre Monsanto, et donc voilà, on l'avait invité, puis c'est là que je l'ai rencontré grâce à Michel Rivasi. Bah voilà, Michel, à qui on rend hommage évidemment. Avec qui j'avais déjà travaillé sur la sûreté des vaccins l'année précédente, et puis voilà, là on a fait connaissance, on va dire, et donc j'ai été intégrée, on va dire, à son groupe, son Rapid Response Group, comme ils disent. Et puis bon, au début, moi j'ai vu arriver la pandémie, on va dire une année avant qu'elle n'ait lieu. Comment tu as pu prendre ça? Disons que moi j'avais pas la certitude, mais tout simplement comme je suivais l'agenda global de la vaccination, et notamment ce qu'on appelle le Global Health Security Agenda, donc justement la sécurité sanitaire, je voyais que partout on était en train de mettre des pièces, disons, d'un puzzle qui me semblait un peu effrayant. Explique-nous l'enjeu qui est terrible, évidemment. Donc l'OMS prépare, donc ça c'est fin du mois, fin mai, 27 mai, il y aura 5 jours à l'OMS et l'Assemblée mondiale de la santé, et ce qu'ils veulent faire passer, c'est faire voter un traité sur les pandémies et une révision du règlement sanitaire international, qui fait en fait deux choses. Un, c'est vraiment nous supprimer nos libertés, c'est-à-dire même si c'est pas l'OMS directement qui va venir dicter ce qu'on va faire en Belgique, à travers, on va dire, les normes, etc., les pays, les États s'engagent quand même. Voilà, on va voir le retour du pass sanitaire international. L'OMS entend contrôler toutes les informations sur la santé, donc censurer, demande aux pays de poursuivre une politique active, on va dire, de censure, de contrôle de l'information, etc. Toutes les données personnelles des gens, les données de santé, etc. Nous ne sommes pas des complotistes. Un complot, c'est quelque chose qui est redit dans le plus grand silence. Or ici, tout le monde savait ça, c'est ça que tu expliques. Disons, tout était visible, alors c'était pas certain, mais en tout cas c'était une possibilité, quoi. Donc voilà, j'ai voulu alerter, là à l'époque on a dit mon Dieu, complot, et puis 3 ans après, il y a quelqu'un qui a dit mon Dieu, mais tout avait déjà été dit. Et puis pour Kennedy, donc voilà, j'ai aussi communiqué avec lui, avec son association, et je pense qu'ils ont très vite compris qu'il y avait effectivement un coup d'État, un coup global, un agenda global derrière cette histoire de pandémie. Donc voilà, j'ai fait venir notre grand moment, ça a été, j'ai demandé d'ouvrir l'association en Europe, en se disant il va falloir qu'on se réunisse un peu tous ensemble, les gens qui sont motivés pour lutter contre la démocratie. Pardon, pour la démocratie et contre le totalitarisme. En fait, on l'a fait venir, ça c'était le grand coup, je vais dire, le grand moment, ça a été 29 août 2020 à Berlin. Donc, Berlin, c'était un choix délibéré ou c'était du hasard de calendrier? Les Allemands, je pense, ont vraiment vu ce qui était en train de se passer bien avant nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi avec tout simplement cette terreur du nazisme, du nazisme et du communisme, c'est les deux choses à Berlin.
Et donc, voilà, moi, tous les gens que j'ai rencontrés là-bas m'ont dit, écoutez, ça ne se passera pas une troisième fois. Et au moment où il y avait 1 million de personnes dans les rues à Berlin, il y en avait 200 à Paris. C'est-à-dire que les pays démocratiques, les autres, les vainqueurs, ils n'avaient pas compris. Et donc, clairement, là, Kennedy arrivait dans les traces de son oncle, hein, le fameux discours « Ich bin ein Berliner », qui était justement aussi pour grands moments pour manifester tout à fait la résistance face à la menace communiste à l'époque. Très bien, donc ça c'est Voilà. Senta de Peuil. Mehdi, Oui. toi tu as été accompagné notre ami Sarkis, hein, on rappelle Sarkis qui a manifesté un peu dans les rues souvent, hein, qu'on avait eu sur l'interview. Qu'est-ce qui... tu t'es toujours engagé, pourquoi en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement, je veux reprendre ce qu'elle vient de dire, ma collègue. On est contre la démocratie dans l'état actuel des choses, c'est plus une démocratie. On est dans un monde où un mode de gouvernance qui n'est plus en adéquation avec le 21e siècle. Je pense que la représentativité date du siècle dernier. Je suis jeune, j'ai 37 ans. Il est temps qu'on change de mode de gouvernance. On est passé en Belgique, de par l'histoire, des libéraux et chrétiens. Ensuite, après les 30 années glorieuses, les socialistes. Et je pense que c'est la fin de la représentativité elle-même en question dans l'état actuel des choses. Et que c'est la seule alternative crédible actuellement, c'est le modèle suisse, où le citoyen a la possibilité d'être non pas le spectateur, mais d'être l'acteur. Et donc, c'est pour ça que j'ai rejoint le collectif citoyen. Tu te souviens du moment où on s'est dit, là, go, j'y vais, je peux pas rester sans rien faire? Je me suis battu au mouvement du 20 février, à l'époque du printemps arabe. Dans quelle année, ça? En 2011. Voilà, c'est l'avènement des réseaux sociaux. Exactement. C'est Twitter qui... J'étais à l'université à l'époque et comme tout universitaire, j'étais de gauche. Et je me suis battu avec toutes les valeurs communistes, que j'étais capable de changer le monde, la révolution. Mais c'est Twitter qui est libéré, ou en tous les cas, c'est par Twitter que ça se passe. Non, c'était plus Facebook. Plus Facebook. À Casablanca, c'était plus Facebook donc vous et étiez YouTube. au courant de tout ce qui se passait et ça Exactement. vous a... C'est avec les réseaux sociaux qu'on a Sans ça, il n'y aurait peut-être pas eu de révolution de là-bas. Je pense pas Attends, que sans réseaux sociaux, ça allait pas passer au Maroc comme Voilà, ça. donc ça veut dire- J'en suis certain. Merci beaucoup, Senta. Merci beaucoup, Mehdi. Merci à vous. Merci. Allez, au plaisir de vous avoir vus.